Bonjour à tous. Donc, on va commencer ce webinaire. Donc, un petit test tout d'abord. Vous pouvez donc nous écrire et chatter pour poser vos questions dans le petit chat de droite de votre écran. Je voudrais savoir si vous nous entendez bien. Alors, est-ce que quelqu'un d'entre vous peut répondre pour nous dire si vous nous entendez et si vous nous voyez? Alors, est-ce que vous nous entendez? Pas de réponse. Si, il y en a. Si, attends, je les vois pas. Ah oui, pardon. Oui, ah bah c'est parfait. Donc très bien. Bah, merci beaucoup. Donc on va commencer ce webinaire. Donc on a pour une petite heure ensemble, peut-être un peu plus, peut-être un tout petit peu moins. On va voir. Donc on va se présenter donc l'un et l'autre. Donc vous avez la possibilité, comme je vous l'ai dit, de poser des questions par écrit. Alors nous on vous répondra soit par écrit mais plutôt par oral. Et puis parfois, on attendra un petit peu si la question n'appelle pas forcément la réponse tout de suite, mais que dans le déroulé de la conférence, vous aurez la réponse. Donc personnellement, donc je suis Marie-Christine Moll, je suis spécialisée en gestion de risque depuis longtemps, avant à l'hôpital et maintenant à la prévention médicale. Et donc aujourd'hui, dans ce webinaire, j'accueille le professeur René Malberti qui va se présenter parce que certains d'entre vous le connaissent bien, d'autres peut-être moins. Donc alors René, dis-nous un peu tout, ce que tu es, ce que tu fais. Bonjour à tout le monde et bonsoir. Alors, je vais peut-être parler plus du passé que du futur quand je parle de moi, mais donc j'ai été psychiatre au tout départ et j'ai une carrière de chercheur dans le domaine militaire, dans la santé, avec une spécialité qui était en physiologie et recherche. Et j'ai traversé pas mal d'univers qui ne sont pas uniquement militaires, pour terminer ma carrière d'ailleurs à la prévention médicale, avant un tout dernier saut actuel où je dirige une fondation publique à Toulouse qui s'appelle la Fondation pour une culture de sécurité industrielle et pour lequel je suis directeur, mais maintenant bénévole car c'est la fin d'un parcours. J'ai croisé beaucoup, je l'ai dit, d'institutions et notamment la HAS qui m'a appris beaucoup pendant une dizaine d'années aux côtés de différents directeurs et de l'équipe de l'ETSAME. Bien sûr, j'ai beaucoup d'amis encore et j'espère ne pas les trahir avec ces propos que je vais tenir sur un sujet qui est quand même assez important parce qu'il est un virage important dans ce qu'on voudrait voir devenir la médecine pour des raisons multiples qu'on va essayer de comprendre. Et puis on va essayer de voir ce que on tente avec, pour le moment, des succès qui sont pas complets, mais qui laissent penser que le futur va quand même s'inscrire dans cette direction. Oui, alors donc c'est un sujet. Enfin, on se demande pourquoi on en parle, non, parce que la vie des patients c'est quand même un sujet hyper important parce que c'est quand même leur santé et on parle beaucoup depuis très longtemps d'information du patient, du bénéfice-risque, toutes ces choses qui devraient être naturelles puisque normalement on doit avoir un dialogue avec le patient, on doit l'écouter, on doit le comprendre, on doit essayer de comprendre ce qu'il souhaite et ce qu'il veut. Alors bon, les expériences qu'on avait jusqu'à présent, alors on a commencé par la question de la satisfaction dont on sait très bien que ils n'étaient pas dans les livrets d'accueil, c'était pas très suivi, pas très intéressant, ni pas très informatif. Dans les hôpitaux, on connaît bien un peu plus maintenant le questionnaire ISATIS, mais tu développeras, je pense, tout à l'heure son contenu. Et puis alors sortent ces PREMS, PROMS et PRIMS, et donc on voudrait en savoir un petit peu plus sur ce sujet, les liens qu'il y a avec effectivement ces questionnaires ISATIS. Et puis alors, on en discutait, c'est pour nous c'est peut-être une révolution, donc on va essayer de comprendre en quoi ça peut être une révolution. Donc bon. La première question qu'on peut se poser, c'est effectivement pourquoi on aurait l'avis des patients. Enfin, c'est comme une drôle de question, mais pourquoi pas. Et donc, est-ce que tu vas pouvoir nous répondre à ça? Donc, il y a un double besoin. Donc, Alors, il y a un double besoin qui, finalement, quand on le lira complètement, ne met pas les deux besoins à angle droit, mais les met en prolongement. On a d'abord une réalité qui a submergé les États-Unis en premier et qui submerge tous les pays, le coût de la santé par les possibilités qui sont offertes, les technologies offertes, tout ce qui peut être fait rend la nécessité au gouvernement de faire des priorités.
Alors ces priorités, elles sont stratégiques, elles sont dans finalement qu'est-ce qui est vraiment le plus utile pour les patients, qu'est-ce qui est le plus efficace, qu'est-ce qui c'est dans le fond le service rendu qu'on voit à la haute autorité de santé, mais c'est cette idée de façon très générique au niveau de tout le système de santé. Quel est le service rendu et gardons ce qui rend le meilleur service et mettons moins d'argent sur ce qui rend le service plus discutable. Alors il y a des théoriciens, c'est pas récent, hein, c'est pas extrêmement vieux, c'est pas récent, c'est les années 2000, un peu avant les années 2000 et le début des années 2000, avec vraiment une flambée qui est montée en puissance à partir de 2005 jusqu'à 2010. Donc on a deux porteurs, enfin on a deux lignes porteuses. On a une ligne qui est économiste de santé, qui est beaucoup portée par quelqu'un qui s'appelle Michael Porter et qui se traduit dans le langage anglais par value-based medicine, qui est simplement l'idée que je viens de donner, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut trier qui a une meilleure valeur pour le patient et qu'est-ce qu'on peut éliminer qui n'a pas de valeur pour le patient dans l'immense choix qui nous est donné. Et ça fait écho à une deuxième ligne qui est Choosing Wisely, qui a été portée par Don Berwick notamment. Vous savez, Don Berwick, c'est l'ancien porteur de la réforme d'Obama, l'ancien directeur de l'Institute for Healthcare Improvement, c'est une figure mythique, hein. Et il n'est pas le seul à avoir poussé Choosing Wisely, mais il a été vraiment un des acteurs qui poussait au départ. Qu'est-ce que c'est? C'est la pertinence. Si on le traduit en français, c'est la pertinence, c'est-à-dire un constat de départ, 30% de dépenses mal placées dans les stratégies médicales, et c'est 30% consommant une partie de l'efficacité du système qui n'est pas utilisée au mieux. Donc c'est un peu la même idée que Michael Porter, mais c'est vraiment nettement plus autour de faisons quand même un tri de ce qui est utile et prescrivons mieux, traitons mieux les patients. Donc les deux idées se conjuguent autour de comment on peut faire pour que ça soit plus facile d'avoir un système qui a de la valeur pour le patient. Eh bien, vous devinez un peu une première réponse, il faut demander au patient. Oui, parce que les outils de pertinence aujourd'hui, on ne les utilise pas beaucoup. Voilà. Hein. Mais par contre, si on commence à demander au patient ce qui va être bien pour lui dans ce qu'on lui propose, si on le fait avec des statistiques derrière, et si on ne prend pas un patient, mais si on prend une communauté de patients, si on prend l'ensemble des patients sur un certain nombre de sujets, on va peut-être avoir un retour qui permet de dire que le service rendu sur certaines stratégies est très grand et que le service rendu sur d'autres stratégies n'est pas jugé par le client. Et j'emploie ce terme canadien parce qu'il y a un moment où il a de la pertinence, ce terme canadien. C'est un client aussi, c'est quelqu'un qui vient chercher un service, le patient. Un service, oui. Et si ce service est de mauvaise qualité, finalement, il va ne pas en profiter. Donc voilà, il y a une raison. On met économique, mais c'est pas économique dans le sens strictement de faire des économies. C'est le fait de mieux utiliser l'argent que l'on a, sachant qu'il est forcément limité. Je vous rappelle quand même, parce que c'est un des points qui est pas négligeable. Les États-Unis sont de très loin ceux qui dépensent le plus pour leur système de santé, 16 et des poussières % de leur PIB, mais nous sommes nous-mêmes à 11 et des poussières de notre PIB, presque 12, et on sait aujourd'hui par expérience que quelle que soit la volonté du pays, quel que soit ce qu'on veut vraiment faire pour la santé, il sera très difficile dans aucun pays du monde de dépasser 13 à 14% pour des raisons qui sont les autres priorités qui occupent une nation. Et donc, c'est évidemment une répartition de tout notre porte-monnaie à travers les différentes priorités, enseignement et autres. Donc voilà une première raison. Et alors, on passe sur une deuxième raison. Elle est emboîtée dans la première d'une certaine façon. Je ne vois plus mes transparents. Je ne sais pas si c'est un bug. Je vois ma figure en grand. Bon, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Est-ce que tu m'entends? Est-ce qu'on m'entend? Je t'entends, moi. Tu m'entends là, c'est bon? Oui, je t'entends, mais je ne vois plus les Ça s'est un transparents. petit peu déconnecté. Voilà, Je continue. voilà. Ça y est, tu devrais les avoir là, c'est bon?
D'accord. Alors, le transparent suivant nous dit autre chose. Il nous dit, dans le fond, on est alors, plus globalement à un moment de bascule dans la médecine, avec une médecine qui, là encore, inspirée par l'idée de valeur ajoutée et de service rendu, doit être plus centrée sur le patient. Et il y a beaucoup de raisons pour ça. Évidemment, on a d'abord une complexité du système par le bénéfice de tout ce qu'on a fait bien avant. Si on devait résumer une des raisons pour laquelle on change de système et dans ce changement, on est dans une médecine plus centrée sur le patient, c'est qu'on paie notre excellence. On a réussi par tous les efforts qu'on a construits pendant des décades avant, et avec une accélération qui s'est produite en 10 ans, à allonger la vie, mais à changer du coup complètement le profil de ce qu'on fait en médecine. On ne guérit plus, c'est plus l'objectif central. On vit des décades avec des pathologies, et l'enjeu, c'est de vivre bien avec ces pathologies. On transforme l'aigu en chronique, et ce chronique va devenir l'objet central de la qualité de la médecine. Comment on va faire vivre, dans le fond, ces patients dans une contrainte médicale, mais pendant 20 ans, qui est plus de la contrainte aiguë, mais qui est de la contrainte de suivi d'une pathologie et de vieillissement avec cette pathologie. La qualité de vie devient vraiment l'objet central. Et qui connaît mieux la qualité de vie que celui qui la vit? Comment peut-on, alors qu'on avait un certain nombre d'outils qui étaient des outils de vérification du diagnostic et qui ne passaient pas par le patient, et puis des outils de vérification de la guérison qui eux aussi étaient externes au patient, comment peut-on aujourd'hui penser qu'on aura des outils externes aux patients sur la qualité de vie? C'est très difficile, et c'est bien parce que c'est très difficile qu'on est en train de faire autre chose et de se dire il faut absolument demander aux patients. Donc, on a une bascule d'une médecine plus centrée sur le patient, on les inscrit sur des parcours plus longs, et on attend de eux un regard qui est un regard complémentaire. On va pas se suicider sur tout ce qu'on a fait, et on ne va pas arrêter de faire un certain nombre de mesures qui ont été des mesures classiques de la technicité de la médecine. Mais très franchement, il est évident qu'ils ne suffisent plus pour affirmer qu'on a une bonne stratégie médicale, car on n'est plus du tout dans les mêmes logiques quand on parle de surveiller 20 ans de vie et quand on parle de surveiller les 4 jours post-opératoires. Bien sûr. Alors, l'évaluation, ma foi, ces objectifs, ça va être quoi donc du coup? Alors, les objectifs de l'évaluation ou de demander l'avis aux patients, c'est dans le fond, c'est 3 objectifs. Ils sont très différents les uns des autres. Et on verra qu'ils ne s'emboîtent pas toujours très bien avec le même outil, mais c'est 3 objectifs importants. Le premier, c'est dans le fond d'écouter les patients sur le vécu de leur maladie dans le colloque singulier, ou en tout cas dans ce qui est un colloque singulier pluriel de ce qui est devenu la prise en charge normale de nos patients. Donc il s'agit vraiment d'avoir un retour sur l'évolution de la maladie. Et c'est des partenaires qu'on cherche. C'est des partenaires dans la décision médicale sur leur pathologie dans le colloque singulier. Et s'ils peuvent raconter des choses qui n'étaient pas aujourd'hui prises en compte et qui infléchissent le traitement demain, alors c'est important. On en verra plusieurs exemples, hein, mais je fais juste une caricature. Mais si, par exemple, vous de, de vie à la maison avec un certain nombre d'escaliers et de contraintes qui sont liées à votre domicile, ça peut être demandé aujourd'hui, mais le patient va l'exprimer très bien s'il est avec une infirmité ou avec un suivi médical qui touche à un handicap physique, et il va pouvoir définir comment finalement le traitement qu'on va lui proposer est compatible avec sa vie dans son domicile. Donc, il va y avoir un retour sur ce plan. Il va y avoir aussi des retours sur des symptômes, sur son humeur, sur
comment il peut finalement accepter son état, et ça en fera un partenaire pour orienter les décisions à la prochaine consultation d'orthopédie. Alors voilà, c'est un premier point. Ce point suivant est plus du tout dans le colloque singulier. On va voir le transparent suivant. La deuxième idée qu'on a en demandant l'avis au patient pour sa maladie, c'est de cumuler les avis de tous les patients qui ont la même pathologie ou qui ont des pathologies proches, et de tirer de ces retours d'informations sur le patient des résultats sur les stratégies de soins qui leur ont été prodiguées, avec des statistiques dans ce cas-là. On comprend que c'est plutôt avec des statistiques. C'est-à-dire qu'on demande à toute une communauté de patients de nous parler de comment ils vivent de leur pathologie essentiellement chronique, et comment ils vivent des traitements qu'on leur a prescrits, et comment ça permet effectivement une vie heureuse ou une vie moins heureuse, une vie qui permet d'atteindre les objectifs que le patient se fixe ou de ne pas atteindre les objectifs que le patient se fixe. Et dans ce cas, on voit bien comment on peut retourner cette information vers les collèges pour orienter et sélectionner les traitements qui ont non seulement la meilleure efficacité thérapeutique au sens le plus traditionnel qu'on avait jusqu'à maintenant, mais aussi ceux de la meilleure absectance et du meilleur impact sur le patient qui vit avec ce traitement. Mais j'imagine que pour les deux objectifs dont tu parles, là, celui qui va vraiment être dans l'écoute du patient, de Monsieur Dupont, sur ses besoins, sur son expérience de vie, ça va pas être le même outil que ces outils de collectivité. C'est pas les mêmes outils. Ça va être une écoute plus personnalisée en tête à tête avec le patient d'un côté, et de l'autre côté plutôt des questionnaires qu'on va synthétiser avec des statistiques. Comment ça s'embrique, ça? Ça peut, mais la réponse serait pas oui, évidemment, c'est totalement différent. Non, c'est pas vraiment si différent que ça. Si on a un patient diabétique, on va avoir un certain nombre de retours vers son médecin qui seront dans le colloque singulier. Mais on peut aussi imaginer que la cohorte de patients diabétiques qui est suivie avec cet outil de renseignement puisse donner des informations qui sont, elles, indicatrices d'un effet global sur la cohorte. Et où l'avis de ce patient ne soit qu'un avis parmi l'opinion de ce patient, ne soit qu'une opinion parmi les 1000 patients qui sont inclus dans la cohorte, et qu'on regarde à ce niveau-là, c'est les résultats qu'on regarde de façon différente, qu'on regarde ce qui va être dominant en termes de posture des patients, et qu'on essaye aussi de comprendre ce qui fait partie de la stratégie des points de vue minoritaires. Ça, c'est très important quand on parle d'opinion de patients, c'est de considérer aussi des points de vue minoritaires. Minoritaires, oui. Ben oui. Sinon, ça va faire une grande homogénéité. Exactement. Alors là, on est sur le deuxième objectif. On sent qu'on est vraiment encore tout à fait dans la mécanique classique du système médical qui construit de la prise en charge et qui construit de la recommandation et des meilleures recommandations pour prendre en charge un patient. Le troisième volet est plus systémique. Il s'agit dans le fond d'utiliser les jugements du patient, on va revenir sur une, il s'agit d'évaluer le retour patient pour évaluer l'offreur de soins. C'est un autre objectif. On ne travaille plus sur le traitement, et qu'il soit dans le colloque singulier ou dans ces stratégies de cohorte de patients ayant la même pathologie. On travaille sur l'offreur de soins, et on travaille essentiellement sur la qualité et la sécurité de l'offreur de soins. Donc l'offreur de soins, c'est l'hôpital, c'est la santé évidemment au niveau national, mais c'est tous les acteurs de soins, c'est l'hôpital, le service, ça peut être le médecin généraliste, ça peut être l'infirmière. Donc c'est un terme assez large. Le patient vient voir cet offreur de soins. En général, on sait que dans les parcours, il va en voir plusieurs. Hein. Et quand il quitte, par exemple, le cabinet du médecin généraliste, il va être contacté pour donner son avis sur son expérience
qu'il vient de vivre dans ce colloque sur la qualité. Pas un peu comme il le faisait quand, à la sortie de l'hôpital, il recevait un questionnaire de qualité. Et simplement là, on est sur une systématisation qui non seulement prend place à certains moments clés, mais se répète aussi dans le temps. Donc, on va avoir une accumulation de données sur la perception de cette qualité. Et évidemment, on peut imaginer qu'on va pouvoir s'en servir pour renvoyer une image à l'offreur de soins sur les défauts perçus par le patient, qu'on peut espérer en retour qu'il y ait une amélioration de l'offre. On peut aussi, et c'est une posture qu'on a vue dans beaucoup de pays, on va en reparler, imaginer qu'on évalue littéralement l'offreur et qu'on essaye par ce biais de détecter ceux qui sont vraiment en dessous de la barre acceptable et qui vont être pénalisés. Alors on pourrait imaginer soit donner de l'argent à ceux qui sont très bons, soit récompenser ceux qui sont très bons, soit pénaliser très fortement ceux qui sont pas bons. Alors, je pense que tu nous en parleras tout à l'heure sur la mise en œuvre, mais c'est un peu différent quand on s'adresse aux établissements de santé que quand on s'adresse, enfin, le circuit, en fait, pour évaluer est différent quand on est sur l'établissement de santé ou le médecin généraliste, par exemple. C'est un peu plus compliqué, peut-être, pour la médecine de ville. Génériquement, c'est pas beaucoup plus compliqué de recueillir un questionnaire, d'autant qu'on verra qu'on le fait on peut le faire par mail, on peut le faire par SMS, on peut le faire par des outils extrêmement légers. C'est des tout petits questionnaires, c'est 15 questions. Donc, c'est pas si compliqué que ça de le faire dans un cabinet de médecine générale. Ce qui va être, dans le fond, plus compliqué, peut-être, c'est d'avoir les systèmes qui permettent de revenir vers l'offreur et qui lui propose ou l'accompagne vers son amélioration. Donc ça, il y a peut-être un problème culturel voilà, aussi. c'est mieux fait à l'hôpital parce que c'est plus ancien, c'est plus nouveau Voilà. dans un cabinet de médecine de ville, mais ça ne veut pas dire qu'on puisse pas le faire. Alors du coup, on va donc atterrir sur nos PREMS, PROMS, PRIMS. Donc tu vas nous parler dans le détail des deux premiers, puis on abordera rapidement le PRIMS. Oui. Eh bien alors, PREMS, PROMS, PRIMS, c'est américain. Et donc, je ne vous ai pas dit, parce que finalement, j'aurais pu commencer par là, vous dire qu'est-ce que ça veut dire. Alors, ça veut dire oui. Des retours du patient sur leur expérience de soins, PREMS, Patient Reported Experience Measurement. Je fais un retour qui vient du patient sur son expérience des soins, sur son vécu des soins. Expérience en anglais, ça pourrait être traduit par expérience en français, mais la traduction la plus simple, c'est vécu. Donc, PREMS, c'est sur le vécu des soins. PROMS, Patient Reported Outcome Measurement, c'est sur le résultat clinique. C'est pas le vécu subjectif, c'est l'amélioration clinique réellement, ou pas l'amélioration d'ailleurs, de la pathologie. PRIMS, c'est sur incident, adverse event, événement indésirable. Donc, c'est Patient Reported Incident Measurement. Donc voilà, on va demander aux patients, dans ces trois mots, soit leur vécu, soit leurs résultats cliniques tels qu'ils le ressentent, soit leurs souvenirs d'incidents. D'accord. Alors, un petit peu d'histoire, tu nous disais, donc, oui, pour nous rappeler un petit peu comment ça s'est construit tout ça. D'abord, avec les grands du domaine, ceux qui ont poussé. Alors, on n'est pas surpris que ce soit les USA, puisque je vous ai dit que finalement, une grande partie des initiatives de départ venaient de la nécessité de faire des choix dans le système sur une masse de dépenses qui n'était pas très bien affectée. Et c'est vrai que c'est dans ce sens, très tôt, que des initiatives se sont développées aux USA et que dès 2005, on a commencé à insérer dans le système de remboursement gratuit qui ne s'adresse qu'aux gens qui ont plus de 70 ans aux USA, mais Medicare et Medicaid, des PROMS et des PREMS, surtout des PREMS, donc le vécu du système comme évaluateur de l'offreur de soins. Donc là, dès le départ, les Américains se sont mis avec cette idée que finalement, utiliser ces questionnaires allait servir à déterminer qui sont les bons offreurs de soins, qui sont les moins bons offreurs de soins, et à le dire à toute la communauté.
Donc, il y avait à la fois le fait de déterminer qui sont les bons offreurs de soins, et puis après, le fait de les pénaliser ou de les récompenser financièrement, et puis en troisième volet, le fait de le dire bruyamment à toute la communauté des patients. Alors, c'est à peu près la même ligne qui est venue du Canada, avec peut-être une tonalité qui était plus sur le volet faire progresser les recommandations médicales et moins sur le volet de déterminer quels sont les bons offreurs de soins. Donc, en fait, ce que je vous dis là, c'est que selon les pays, parmi les 3 motivations qu'on a vues avant, on a eu des poussées qui allaient vers une autre motivation en premier ou vers l'autre motivation en premier. Alors, c'est à peu près la même motivation que celle des USA qu'on a vu au Royaume-Uni, avec ce qui s'est fait au Peaker Institute dès les années 2000, hein, même avant les années 2000, dès 1985, avec Angela Coulter, qui est vraiment très très connue comme ancienne directrice du Peaker Institute. Les PROMS ont été rendus obligatoires au Royaume-Uni pour 4 chirurgies: la prothèse de genou, la prothèse de hanche, la hernie inguinale et les varices. Donc, quand vous faites opérer d'une de ces 4 chirurgies, vous recevez un questionnaire qui est répété d'ailleurs, et pour lequel on va vous poser des questions sur comment vous vivez après l'intervention, comment vous récupérez, quelle est votre humeur, quelle est votre satisfaction des soins au sens général, mais quelle est vraiment votre qualité de vie en termes d'autonomie, de mobilité et de souffrance, de pénibilité du traitement, etc. Alors ça a été rendu obligatoire, ça l'est toujours, et on a inséré progressivement d'autres éléments dans la médecine générale, et notamment là, plutôt des choses qui sont sur l'expérience et le vécu du patient. Alors, je voudrais m'arrêter 2 secondes sur la Suède et les Pays-Bas pour dire que c'est une autre vision là qui a prévalu. Ce sont des pays où on est très médicalisé à partir de registres. On a beaucoup de registres pour chaque pathologie, on a des registres. Et la Suède a été très initiatrice de mettre des avis patients dans les registres qui étaient remplis que par les médecins jusque-là. Donc, vous savez que les registres peuvent porter sur, comme on l'a vu avant, les prothèses de genoux, ou de cardiologie, ou d'ophtalmologie, de pathologie. Et donc, sur ces 93 registres, il y en a plus de 60 dans lesquels on a mis des avis patients en complément des avis médecins. Et évidemment, avec une amélioration des recommandations à la clé, c'est-à-dire que les avis patients ont orienté les réécritures de recommandations cliniques. Donc là, on n'est pas tellement sur l'offreur de soins, on est sur les recommandations cliniques. Et bon, depuis, on peut dire que presque tous les pays s'y sont mis avec, bon an, mal an, au moins un essai de mise en route nationale, et souvent des collèges qui ont adopté des mises en route sur certaines spécialités, certaines pathologies. Et le retour par les questionnaires, donc le taux de retour de ces questionnaires pour les patients dans ces pays, très très élevé. Il est élevé, oui. Et il est très élevé parce que c'est très simple, et souvent en plus on l'explique aux patients avant qu'ils quittent l'hôpital, même avant qu'il entame le parcours. On lui dit qu'il va y avoir un certain nombre de prises en compte de ses avis et que c'est très important. Et de ce côté-là, on n'est pas du tout dans des questionnaires de satisfaction classiques où il y a quand même une défection assez importante. On est plutôt sur des régimes à 70-80% de retour que sur des régimes à 20%. Oui, c'est beaucoup. D'accord. Alors on va les éplucher les uns après les autres. Donc, si on commence par avancer. Le PROMS, alors oui, le alors les PROMS, c'est donc la qualité de vie après le soin, ou donc sur de longues périodes. On y trouve des PROMS assez généraux sur la satisfaction de la qualité de vie, comment on s'auto-estime en termes de santé. Est-ce que on pense qu'on est en train de récupérer, qu'on va mieux, ou est-ce que on n'arrive pas à récupérer, qu'on est toujours très fatigué, et puis est-ce que on croit que le traitement fait effet, ou on voit pas tellement l'effet du traitement, ou on voit que les effets indésirables.
Donc ça, c'est des prompts généraux. Et puis après, on a des prompts sur les symptômes qui peuvent être souvent déclinés dans des petits questionnaires spécialisés sur des pathologies. Donc on peut avoir des prompts sur les symptômes, là encore un peu généraux, mais on peut avoir un focus, si on est sur la polyarthrite rhumatoïde, il y aura un peu plus de questions sur douleur forcément, il y aura un peu plus de questions sur mobilité. Donc on a tout un inventaire de domaines sur lesquels on peut faire des petits questionnaires. C'est 3-4 questions. Hein. N'imaginez pas que c'est 60 questions. Et évidemment, quand c'est 60 questions, ça ne marche pas. Mais c'est très rapide et c'est très répétitif. Et donc rapide parce qu'il faut moins de 5 minutes pour les remplir. C'est très simple. C'est des mots de monsieur tout le monde, madame tout le monde. Et c'est avec une répétition dans le temps, c'est-à-dire que la mesure va elle-même s'auto-évaluer par son évolution. Est-ce qu'il y a une amélioration? Est-ce qu'il n'y a pas d'amélioration quand on le fait à plus un mois de la sortie de l'hôpital, plus 3 mois, plus un an? Donc douleur, ou toutes les semaines, hein, ou tous les 15 jours. On verra en psychiatrie qu'on a des utilisations dans certains suivis thérapeutiques, on fait tous les 15 jours un petit inventaire avec le patient. Donc douleur, fatigue, dépression, anxiété. Alors on peut travailler sur l'irritabilité, vivacité d'esprit, sur des symptômes de nausée. Alors on voit bien que ça dépend un peu des pathologies que vous avez eues. On va vous donner, on va pas tout vous donner, parce que ça serait gavant d'avoir un questionnaire sur tous les symptômes et toutes les pathologies. On va essayer de trier en fonction de votre pathologie pour vous envoyer ce qui relève le plus de ce que vous avez des chances de pouvoir dire intelligemment. Donc ça, c'est les props. Les prems, alors les prems, c'est le vécu. Donc c'est le vécu. Alors c'est le vécu du système. C'est pas le vécu de la maladie. Les proms, c'est le vécu de la maladie. Là, on est sur le vécu du système. Est-ce que ça a été long à obtenir les rendez-vous? Ça a été la galère. On vous a pas reçu. Il n'y avait pas d'accès. On vous a expliqué ce qu'on allait vous faire, ou on vous l'a mal expliqué. On a été gentil avec vous. On n'a pas été gentil avec vous. Est-ce que, et c'est une question qui est la dernière, tout à fait importante dans les PREMS, est-ce que vous conseillerez cet hôpital à votre copain ou à votre copine ça, oui. Ou à votre famille, ou est-ce que vous diriez passe ton chemin et essaye d'en trouver un autre? Alors, hôpital, service, docteur, infirmier, bien sûr, ça se décline. Et qui envoie ces questionnaires? Alors, ça peut être donc un système qui s'est mis en place nationalement. Ça peut être un système qui s'est mis en place localement avec des initiatives qui viennent d'un centre de soins hospital, ou d'un service ou d'une communauté, par exemple, de psychiatres qui ont une cohorte de patients et qui disent ah ben, voilà, je veux avoir un retour sur ce qui se passe dans mon service en termes d'accueil, etc. Mais franchement, autant les proms, c'est quand même encore très clinique, donc c'est plutôt les communautés soignantes qui utilisent les proms. Autant les PREMS, ils sont beaucoup plus utilisés par les systèmes de santé qui essayent d'avoir une qualification de l'offreur, puisqu'on parle de l'offreur de soins. Et alors le troisième, alors les primes, c'est l'avis du patient sur les incidents et la sécurité des soins qu'il a eus. Alors bien sûr, c'est pas neuf, c'est moins neuf que le reste parce qu'il y a une histoire sur le fait qu'on se préoccupe de demander aux patients de détecter les événements indésirables. Alors les siens. Déjà, quand on parle d'utiliser les patients pour signaler les événements du collègue de chambre, c'est moins évident dans notre système. Alors, on a eu des recommandations. Le plan, enfin, l'État français a, par exemple, à travers ses plans à la DGOS, souhaité, mais c'est guère plus loin que souhaité, que tous les hôpitaux aient un système de déclaration ouvert aux patients avec la capacité de signaler tout ce qu'ils voient. Dans la réalité, ce n'est pas vraiment en place. Et les primes, c'est dans le fond un outil qui permettrait de mettre ça en place sans passer par les systèmes de déclaration compliqués des hôpitaux, par une autre voie en fait, en parallélisant la voie et en demandant au patient, une fois qu'il est rentré, est-ce que vous avez vu des choses qui vous ont paru bizarres, etc.
Parce qu'aujourd'hui, les patients, ils peuvent le faire sur le C'est portail lourd, ça national, reste mais ça lourd et reste c'est pas sur adressé. sur le Tandis que volontariat. là, on va adresser dans les expériences qu'il y a et qui sont moins nombreuses que celles de PROMS et PRAMS pour le moment, on va adresser un petit questionnaire directement aux patients sur ce qu'ils viennent de parcourir. Ouais, c'est ça. C'est un peu plus. C'est poussé, en fait, tandis que là, nous, d'accord. Alors, alors en pratique, comment ça voilà, oui, Alors, il y a quelques domaines d'application quand même qui sont intéressants. Tu as peut-être des exemples là-dessus, justement? il y a un certain nombre de domaines qui sont vraiment utilisés depuis plusieurs années. Alors, chirurgie élective, ça a souvent commencé par là, hein. On a vu les prothèses, hanches, genoux, etc. Hernie. Cancérologie, énorme déploiement en cancérologie. On en reparlera tout à l'heure parce que c'est peut-être avec la santé mentale les deux terrains sur lesquels on compte des énormes victoires. Et gériatrie avec l'évaluation effectivement des soins de suite. Alors, évaluation des soins de suite, évaluation des soins gériatriques qui sont des domaines qui s'ouvrent. Et après, on a toutes les spécialités. Si on fait l'inventaire de ce qu'il existe, on pourrait faire une liste d'absolument toutes les spécialités. Mais là, on a les 4 tops, celles pour lesquelles il y a aujourd'hui à la fois de la littérature, du recul et des résultats. Alors en pratique, ça Alors en marche comment pratique, tout ça? c'est simple, un petit questionnaire, on va aller à la suivante. C'est un petit questionnaire, hein, alors je répète, hein, le standard, c'est 10 questions, 12 questions, 15 questions, c'est pas 70 questions. Et ça ne marche pas quand c'est long. Donc, on le remplit sous forme papier-crayon, par exemple dans une salle d'attente de médecin généraliste ou d'hôpital. Mais on peut aussi, et ça sera sûrement son futur, un peu partout, le remplir par les outils digitaux, mail, SMS, qui vont assez vite. Alors, on le fait de façon régulière, on le fait de façon répétée, je l'ai déjà dit. C'est très facile, ça parle de choses très simples que le patient comprend. On n'est pas du tout c'est très important d'être dans une formulation que le patient comprend. Donc, c'est même un des atouts essentiels que d'avoir un langage très simple. Et alors, évidemment, la partie la plus difficile, c'est pas tellement de le faire passer au patient, c'est de s'en servir. C'est d'avoir un retour qui soit intégré dans le plan de soins, dans le fond, quoi, hein. Donc, ça retourne, quand c'est pour un objectif de colloque singulier, vers le médecin et qu'il y ait une discussion avec le patient sur ce retour. Ça, c'est quand même plus compliqué parce que c'est un apprentissage aussi pour le médecin. Et on le verra, c'est un apprentissage pour le médecin, mais c'est aussi un apprentissage quand on va dans les autres utilisations pour comment on s'en sert en termes de profilage de ce qui est le service rendu et comment on s'en sert pour évaluer l'offre. Là, c'est à la fois facile de récupérer les questionnaires et moins facile d'en faire quelque chose qui a une fiabilité scientifique très forte. Je vous le dis par avance parce que je le redirai tout à l'heure. On mesure des opinions et la métrique de la mesure des opinions n'est pas du tout établie comme un fait scientifique. Oui, puis je pense qu'il doit y avoir aussi une question de culture, de recevoir aussi des résultats qui ne sont pas Oui, toujours ceux absolument. qu'on aimerait avoir. Absolument. Oui. Alors en plus, quand ça ne fait pas plaisir, c'est moins simple Bah d'étudier oui, les retours. forcément. C'est clair. Alors, il y a des gens qui sont spécialisés pour écrire, pour Alors, construire ces oui, questionnaires. évidemment, il est juste de bon sens qu'on ne peut pas utiliser n'importe quoi en se levant le matin et en disant, tiens, je vais faire un Bah questionnaire oui. de 10 questions et puis je vais le mettre à mes patients. D'abord parce que, je vous l'ai dit, il faut qu'il soit simple, mais il faut qu'il soit robuste. Enfin, on va le revoir sur une slide derrière. Donc, il y a ce qu'on appelle en anglais des providers, des gens qui proposent des questionnaires. Ils sont tous quasiment, pour ce qui est des questionnaires génériques, en tout cas mondiaux, plutôt dans le monde anglo-saxon. Alors, l'OMS fait souvent synthèse de ce qui existe. Le plus important peut-être à connaître, c'est eShom. C'est une initiative de coordination sur les PROMS qui est américaine, mais qui est reprise aussi dans les intentions de l'OCDE parce que vraiment,
ils ont à la fois la qualité et la capacité à standardiser. Et c'est un outil très important que la standardisation et la métrique qu'on met derrière. Mais les Anglais ont leur propre groupe qui a travaillé sur leur propre réglementations. C'est le groupe PROMS d'Oxford. Et puis, on a d'autres initiatives comme le groupe Promis, le groupe Cosmin et bien d'autres, parce que ces offreurs ne le font pas tout à fait gratuitement, systématiquement. Et donc, il y a un marché. Et ça, c'est un autre problème des PROMS, PREMS et de toutes ces nouveautés, c'est que il est très compliqué finalement de standardiser un outil de ce type et de le stabiliser. C'est du langage, c'est de la stabilité de langage, de métrique de langage. Et donc, il y a un savoir-faire, ça coûte cher à développer, ça coûte cher à stabiliser. Et donc, petit à petit, il y a un marché qui s'est ouvert sur lequel on va se servir. Et la France, comme les autres, on va sur les étagères de ces systèmes. On ne veut pas développer nous-mêmes des choses totalement nouvelles parce que la validation est complexe, etc. Et qu'on a même intérêt, si on veut intenter des comparaisons, d'avoir quand même des outils qui sont à peu près les mêmes dans le monde entier. Donc, on est quand même assez dépendant de ces grands centres qui conçoivent, même si le simple processus de traduction est en lui-même un challenge des fois. C'est ça, c'est-à-dire que j'allais dire, Oui. ils sont Et donc, il faut anglo-saxons, qu'on reprenne, ces nous, à textes, chaque donc c'est fois, oui, il il faut y a un qu'on problème reprenne, de nous, à chaque voilà, fois, même si on prend sur étagère un la principe de questionnaire, sa traduction, sa validation en français, etc. et son Et adaptation parfois, au des à adaptations nos patients, culturelles. en fait. Voilà, c'est ça. Parce que je suppose que quand tu fais de l'évaluation de patients, en France ou en Pas Inde, tout c'est pas à les fait, mêmes pas tout à fait. culturellement, c'est pas les Et mêmes choses, on hein. en Voilà. reparlera tout à l'heure très rapidement, mais il y a, y compris dans les mots, des fois, des différences culturelles, et il ne faut pas aller jusqu'aux Indes pour Bien voir des sûr, différences. Il suffit d'aller chez nos amis anglais, parfois on voit des choses c'est qui clair. sont franchement pas les mêmes que j'ai dit. Oui, non, mais c'est sûr. Alors, on a dans les auditeurs qui nous écoutent, des personnes de l'HS, parce on les a reconnus. Donc, que dit l'HS Ben, par rapport à tout ça alors? la chaise s'y est mis il y a Racontez-nous. déjà un certain temps. Hein. L'initiative ISATIS est pas neuve, hein. Elle a maintenant 5 ans. Alors, elle est très centrée sur. Alors, la HAS n'emploie pas un mot anglais qui est PREMS. Elle n'a pas à le faire. Évidemment, c'est un système français. Donc, elle mesure l'expérience des patients, mais dans le fond, c'est bien quelque chose qui ressemble étrangement à ce que est un PREMS. Les jugements de patients hospitalisés depuis plus de 48 heures en médecine, c'est depuis un certain temps, hein, en médecine chirurgie obstétrique. Depuis un peu moins longtemps, mais à peine moins longtemps, les jugements de patients en post-chirurgie ambulatoire. Et puis, en cours de déploiement, les jugements de patients hospitalisés nécessaires. Avec des mesures de PROMS dans 3 parcours testés dans le cadre d'une expérimentation nationale, épisode de soins, qu'on va revoir derrière de façon détaillée, sur les prothèses totales de hanche, les prothèses totales de genoux et les colectomies pour cancer. Alors, Mais là, dans l'ISATIS, on n'interviewe pas tous les patients, en fait. On interviewe c'est un un échantillon de patients. échantillon et ça va servir à donc faire un retour sur l'offreur de soins. Et c'est pour ça qu'il est intégré, dans le fond, à l'initiative IFAC et qu'il peut servir Mmh. à calculer les retours positifs sur l'offreur de soins pour lui faire bénéficier de ces retours positifs. Alors, donc, un zoom sur l'expérimentation épisode de soins. Donc, alors, les résultats dissertatifs, peut-être un zoom d'abord. Les résultats sont mis à disposition des établissements de Oui. santé. Donc, ils permettent une comparaison et un classement. Hein, c'est quand même un système qui est vu par le haut, vu de dessus. Et donc, ils sont sur le site internet Scope Santé. Et comme je l'ai dit, ils sont dans le dispositif IFAC, c'est-à-dire qu'ils sont dans le dispositif de financement à l'amélioration de la qualité des établissements de santé. On espère vraiment avoir un levier qui fait progresser la qualité dans les établissements par ces jugements portés sur le vécu, l'expérience des patients dans leur traversée hospitalière.
Est-ce que tu as un retour sur le fait que les patients, alors les patients eux-mêmes individuellement ou les représentants, regardent ces résultats et s'en servent pour ensuite dire bah, tel établissement, allez plutôt là ou allez plutôt là? Euh, non, je n'aurais pas une réponse très, très exacte, mais je présumerais que c'est pas vraiment ce que font les patients. Euh, on a toute cette littérature qui est maintenant très constituée, qui avait commencé avec l'Institut Picker en Angleterre, sur le fait qu'on peut imaginer que donner toute l'information au patient lui sert à choisir ou à être informé, simplement, mais sans choisir. Et le résultat de la littérature, c'est qu'il choisit rarement sur ces informations-là. Il aime bien être informé, mais son D'accord. choix, il est dirigé par son frère, sa sœur, sa mère et le médecin généraliste et la voisine. C'est une posture assez mondiale. Et donc, c'est pas forcément euh, là qu'on va avoir le meilleur levier. Par contre, c'est important d'un point de vue de la transparence d'être très clair avec le patient sur ce qui est le niveau des offreurs. Donc, ça reste important de donner l'information. C'est intéressant quand même parce que quand tu regardes pour d'autres sujets, je vois bon, notamment parmi les jeunes populations, là, quand ils veulent acheter un truc ou quelque chose, ils vont sur Internet, Oui. ils regardent les avis clients. Donc pourquoi ils ne feraient pas pareil pour la Parce que santé? j'ai pas une réponse intelligente là-dessus, parce que la réponse, ça serait, ben oui, bien sûr, ils vont faire ça. Mais la santé, c'est pas un bien qui est un bien de consommation totalement aussi simple que le frigidaire. Et, et Oui, peut-être que bah, ça peut peut-être évoluer, et ça peut-être que évoluera. ça peut aller dans le sens que tu viens de dire. Et beaucoup de professionnels de santé le redoutent, hein, donc ça peut être. Pour le moment, c'est moins vrai que pour le frigidaire, quand même. Pour le moment. Pour le moment. Oui, pour le moment. Oui. D'accord. Alors Alors, après, le parcours, donc on passe un peu oui, les sur parcours. les Donc, parcours de soins, dans donc le sur cadre les d'épisodes de épisodes de soins, soins. donc ça c'est un projet, hein, mais qui est en route, hein, bien sûr. On utilise des questionnaires, donc des PROMS et des PREMS. On peut les voir rapidement. Donc, on a des questionnaires. Alors, voilà comment ça se présente. On a un Mhm. questionnaire qui balaye activité physique, vie, relation avec les autres, douleur physique, santé perçue, vitalité, limitation due à l'état psychique, à l'état physique et à la santé psychique. Et on en sort deux scores un petit peu intégrés. Le score composite physique, donc comment le patient se sent au point de vue physique, et comment il se sent au niveau mental. Donc, voilà un premier questionnaire. Donc, là, un autre, Alors, un autre, on va prendre le suivant. Voilà, 12 questions sur tu as les 12 l'évaluation questions générale là, de l'état de santé. C'est un score sur la dimension mentale, comment je me sens avec, en termes de récupération, en termes de bon état de santé. Le dernier. et l'autre, Ça, c'est une échelle de qualité de vie. Alors, donc là, c'est une échelle analogique et évidemment, c'est plus en lien avec est-ce que j'ai renoncé à aller au théâtre, est-ce que je peux plus aller au restaurant, je peux plus, j'ai une mobilité qui s'est réduite, je vis dans la douleur, j'ai peur de tomber. Donc, on est sur une échelle de qualité de vie en lien avec la stratégie thérapeutique. alors en fait, c'est quoi cette Donc, expérimentation donc sur les oui, épisodes c'est de lancé soins? en France, hein, C'est et c'est lancé en plutôt France ou ouest, donc c'est plutôt Normandie, Bretagne, et je crois pas dire de sottises en disant Normandie-Bretagne, c'est une évolution, enfin, là, on cherche à retourner vers les professionnels de soins. On n'est plus dans la logique précédente qui était Mhm. centrée sur les offreurs de soins pour évaluer les offreurs de soins. On est plus pour retourner de l'information vers les médecins et les thérapeutes de façon générale pour qu'ils puissent l'intégrer dans l'amélioration du traitement et de la prise en charge des patients. C'est Et le à promoteur, nouveau c'est l'État. qui de ce projet? C'est l'État, d'accord. Ça passe par les ARS ou ça passe par directement dans les établissements? Ça Je ne marche sais pas comment? répondre.
Et donc, il y a des recommandations de l'OCDE donc, Alors, pas qui spécifiquement concernent dans ce programme, ce mais qui programme. concerne de façon générique Non. l'ensemble des. On peut peut-être. Alors, j'arrive pas à passer la dernière diapositive. Elle ne peut pas Pas passer. passer. Alors, attends, ça prend un peu de temps. Elle ne veut pas passer. C'est bloqué. Oui, oui, mais ça peut arriver. Hein, c'est pas très grave. Ça va normalement, ça devrait se Alors, bon, régler. je peux anticiper un petit peu. Hein. Bon, la mesure doit être basée sur les mots Oui, et les oui, demandes des oui. patients. Ça, c'est un premier point. C'est un point de vue de patient, c'est pas un point de vue de docteur ou d'infirmier hein, ou de soignant. Les objectifs doivent être clairs et on a vu qu'il y a 3 grands objectifs. Il faut que dans le test qu'on propose aux patients, on lui dise quel est l'objectif. Est-ce que c'est pour le colloque singulier? Est-ce que c'est pour servir une communauté de patients et déterminer des améliorations au traitement? Ou est-ce que c'est pour un intérêt national d'évaluation des offreurs de soins? Il faut être transparent là-dessus, parce que si on ne l'est pas, les usages risquent d'être très difficiles. Évidemment, il faut des propriétés métrologiques. Il faut les mêmes propriétés que pour toute autre évaluation de système de santé, validité, fiabilité, faisabilité. Et on sait, puisque je vous l'ai dit, combien c'est difficile avec des opinions. Ça, hein. Donc, c'est un point très, très difficile. Il faut standardiser, parce que quand on ne standardise pas, rien n'est comparable. Alors, c'est déjà catastrophique entre pays, parce qu'on peut parler de la même chose, mais avec des produits non standardisés, et ce sera en fait des objets très différents. Et c'est encore pire si on laisse se développer des initiatives locales dans le territoire national qui porteraient sur la même pathologie ou les mêmes intérêts, mais avec des questionnaires différents. Parce que là, on aurait bien de mal à tirer des leçons. Il faut savoir restituer les résultats aux patients et c'est très compliqué. Et, très compliqué en ce sens que c'est un apprentissage. Il faut savoir faire d'abord une place à ces résultats. Il ne faut pas simplement dire vous m'avez dit ça, mais il faut en tenir compte dans la stratégie thérapeutique. Et donc, c'est un vrai apprentissage pour les professionnels de santé. La comparaison internationale des résultats doit être renforcée parce qu'on veut progresser avec une vision globale et pas simplement être sur des cohortes qui sont régionales ou nationales. Et les systèmes nationaux qui soutiennent ces pays doivent être persistants, hein, parce qu'aujourd'hui, on a vu beaucoup de cas dans lesquels, faute de moyens donnés à ces tests, les initiatives ont été locales, avec des très belles publications, et rien ne s'est passé derrière au niveau de la généralisation parce qu'il n'y avait pas l'argent pour déployer. Ça coûte de l'argent de déployer un test comme ça. Ça coûte de l'argent pour le maintenir aussi ouvert. Il faut des gens qui s'en occupent, il faut des gens qui l'entretiennent. Et donc, si on n'a pas Bah oui. prévu le budget qui fera que ça reste quelque chose de pérenne, ça ne le sera pas. Alors, je suis désolée, mais le PowerPoint est un peu coincé, mais c'est pas grave, on peut continuer. Donc, Alors, quelques résultats concernant je tout vous ça, donne 2 alors. résultats très brièvement. Un, en psychiatrie, on a des résultats très encourageants sur le suivi thérapeutique des patients à domicile. Avec, quand on demande tous les 15 jours, par l'intermédiaire de ces questionnaires, le ressenti du patient, on a des palpeurs très fins qui déterminent de façon très efficace les arrêts de prise de traitement, les mauvaises prises de traitement et les retours dans un épisode finalement qui va revenir renécessiter une hospitalisation. Et donc, les psychiatres ont appris dans beaucoup d'endroits dans le monde à travailler avec ces questionnaires et à essayer de les utiliser comme prédicteurs finalement de récidive ou d'aggravation ou de non-suivi thérapeutique. Et donc, ça, c'est un très bon Donc, résultat. Un voilà. autre résultat qui est assez proche, et je citerai que ces deux-là, hein, c'est un résultat qu'on a en cancérologie.
On a, avec des questionnaires assez simples, donné à des patients qui sont évidemment sortis de l'hôpital pour une première intervention et qui sont en rémission, avec un suivi qui est mensuel et qui porte sur des questionnaires de 10 questions, très généraux, une capacité de détecter les métastases 6 mois plus rapide que ne le prédit les tests et les usages dans la cancérologie. C'est extrêmement sensible, extrêmement sensible. C'est incroyable. Et donc, on a vraiment un outil là qui, quand le patient commence à changer d'humeur et qu'il le dit, commence à se sentir fatigué le soir, à moins dormir, à des signes qui ne sont pas directement liés topographiquement à son cancer, qui ne sont pas directement liés topographiquement à une réalité totalement physique, mais qui sont des signes précurseurs qui ont une très très grande puissance en termes de déterminisme et d'anticipation. Et donc, les cancérologues savent maintenant lire ces signes, et dès qu'ils les voient apparaître, anticipent les examens qui étaient prévus au bout de 6 mois ou au bout d'1 an, et découvrent ces métastases bien plus précocement avec des pronostics bien meilleurs. Alors, il y a une question dans le chat, là, si on peut la prendre en quelques instants. Quelqu'un qui demande quels sont les premiers résultats en France. Les premiers résultats, ils sont pour Isatis très concrets. Hein. On a les retours sur les offreurs de soins, et donc dans l'initiative IFAC, il y a une connaissance des offreurs de soins sur la vie des patients en matière de qualité des soins. Alors, sur les spécialités, je n'ai pas un recul énorme, mais je sais qu'il y a des retours. Alors, l'initiative qu'on a vue tout à l'heure en région sur la chirurgie donne des résultats locaux, mais il y en a également en psychiatrie, il y en a en cancérologie, et ces résultats de cancérologie que j'ai cités sont français. Ils sont publiés à très haut niveau, mais sont français. Donc, il y a, je pense, j'en suis sûr même, dans un certain nombre de registres, déjà des résultats qui sont tout à fait significatifs. Alors, on arrive un peu sur la fin de notre conférence, donc il reste quand même des choses à faire. Donc, sur 2 diapositives, là, on parle des défis qui restent à maîtriser. Alors, il y en a un certain nombre. C'est sûr que c'est pas simple de faire ce type d'outil. Alors, je vais essayer de basculer, de citer rapidement les points sur lesquels on a des difficultés. Aujourd'hui, on a un problème de nombre de proms et de prems et d'initiatives, parce que un peu partout, on dit je vais faire mes proms, mes prems. On l'a vu, compte tenu de la difficulté méthodologique qu'il y a derrière, c'est vraiment pas une bonne idée. Et il faut essayer plutôt de réduire le nombre et la diversité de ces outils et de les standardiser. Et on est loin de ce résultat pour le moment. On a un problème de définition des concepts qu'on veut mesurer, et on en a parlé tout à l'heure, mais par exemple, les Anglais, si on prend le vécu du soin, les Anglais sont très très sensibles au retard, parce qu'il y a du retard sur quasiment tous les accès aux soins en Angleterre. Mais le retard de prise en charge est pratiquement pas un vecteur important en France et en Allemagne. Donc, sur la même idée d'expérience, on ne va pas lire les mêmes résultats avec la même sensibilité, parce qu'on n'a pas des systèmes de santé qui sont complètement équivalents. Et donc, c'est important, évidemment, de prendre en compte ces différences culturelles. Alors, les résultats sont parfois difficiles encore à interpréter. On a des méthodes qui sont vraiment peu standardisées encore, qui commencent à l'être. Et c'est pas très simple de dire si on est dans quelque chose qui fait sens ou qui fait pas sens. Je parlais tout à l'heure de ces bouquets de sens que la cancérologie va dépister dans les changements d'humeur, mais il faut un peu de recul et il faut des grandes cohortes pour avoir stabilisé un peu ce qui fait sens pour aller faire immédiatement une action derrière. Donc, qu'est-ce qui fait sens dans tout ce qu'on demande aux patients? C'est pas encore complètement bien établi. Et puis, évidemment, on a vu qu'on pouvait s'en servir nationalement, on pouvait s'en servir dans le colloque singulier, et c'est très difficile d'avoir un questionnaire qui sert à tout. Donc, il faut faire des choix, et les questionnaires, il faut les spécialiser, soit dans un objectif d'évaluation de l'offreur, soit dans un objectif d'évaluation
pour le colloque singulier. Mais vouloir avoir le couteau suisse, c'est assez difficile. Je l'ai dit, c'est un problème que l'OCDE pointe comme récurrent. Attention au coût. C'est pas gratuit de faire ça. Il faut des gens qui s'occupent des questionnaires, qui les exploitent. Il faut tenir dans le temps. Il faut du temps dans la consultation pour que ça prenne du sens. Il faut du temps dans tous les niveaux du système pour que ça soit bien utilisé. Et ce coût, il a été régulièrement sous-estimé jusqu'à présent, ce qui a condamné un certain nombre de pérennité de ces systèmes. Et puis, ça reste un problème de fond quand même pour les médecins sur des idées très simples comme moi, dans mon service d'urgence, les patients sont très très mal installés sur les brancards qui sont très vieux et j'en suis désolé, mais franchement, c'est pas ma priorité en tant que médecin. Ma priorité, c'est que je les prenne bien en compte en termes médicaux. Donc, quand le vécu du patient va me dire que les brancards sont pourris, et que c'est tout à fait inadmissible. Pour moi, c'est pas si inadmissible que ça si l'objectif central, c'est de délivrer du soin. Donc, il y a sûrement des compatibilités dans tout ça, mais le retour brut de coffre de patients qui jugent parfois la surface du système et qui c'est important pour eux, hein, l'accueil, la manière dont on les a fait attendre, la manière dont on les a couchés ou pas couchés avec attention sur un fauteuil. C'est pas forcément les priorités les plus grandes du soigneur qui est pris dans le maelstrom de ce qu'il a à faire dans des services qui sont de plus en plus saturés. Donc, il y a un problème de regard sur qu'est-ce qu'on fait dire et qu'est-ce qu'on en dit de tout ce qui est finalement le retour de ces proms et de ces prems. Alors, il y a des points forts Alors, et les des points points forts, à c'est améliorer. Donc, qu'on voit sur mal les points comment on forts pourra déjà. ne pas s'en passer dans le futur. C'est impossible de ne pas demander l'avis au patient. Et plus on demande l'avis au patient, plus il faut standardiser et être intelligent avec cet avis. Et la réponse, c'est PROMS et PREMS. Donc, c'est inéluctable qu'on en aura plus dans le futur. C'est inéluctable aussi que ça deviendra une exigence des patients et que les patients trouveront logique qu'on les questionne et qu'on suive la qualité de leur vie. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de raison que ça ne fasse pas une embellie future. Et bon, les médecins sont pas complètement réticents, hein, et ils sont simplement en demande de temps et en demande d'apprentissage. C'est quand même un tournant pour eux, donc il y a cette nécessité que les communautés médicales, les collèges, se mettent à auto-former finalement leurs propres professionnels à cet usage. Et dans les points à Dans le améliorer, fond, on c'est ce avait, que je faut viens de pas dire, dire hein, faible, mais à améliorer. il faut faire une métrique qui soit plus robuste. Il faut, enfin, j'ai cité ces points à l'instant. Il faut sans doute euh, faire attention au coût, faire attention à la précision, faire attention à, à l'interprétation et vraiment donner un sens très fort à comment on interprète ces retours. Et puis, il faut contrôler aussi cette explosion qui est aujourd'hui pas du tout souhaitable sur ce genre d'outils. Donc, ces chemins, on va les faire. Il faudra probablement une dizaine d'années pour que ça devienne une pratique vraiment de grande intensité en France. Oui, bah, il faut toujours donner un peu de temps pour mettre en place ces grands changements. Donc, en quelques mots, donc Bah, la conclusion de tout on ça. s'évitera pas d'avoir des props et des prems. C'est bien. Ça correspond à une logique du système. Euh, c'est vrai qu'au niveau national, et pour l'évaluation des offreurs, c'est peut-être encore ce qui est le plus difficile à faire pour en trouver le bon usage et le bon outil. Et par contre, dans le colloque singulier, ça devrait prendre de l'ampleur et on l'espère assez vite parce que ça semble être vraiment un bel outil. Ok. Eh ben, écoute, on arrive au bout de notre heure. On a presque tenu parfaitement, parce qu'on est à 1h04.
Donc, merci beaucoup René. Donc, on apprécie de te revoir parce que tu nous as un peu quitté le paysage français. Donc, c'est bien de t'avoir aujourd'hui avec nous. Merci à tous ceux qui se sont connectés. On a été 25 en ligne aujourd'hui. Et puis, sachez que, bien sûr, ce webinaire sera visible en replay si vous souhaitez le voir ou si vous voulez le conseiller à d'autres personnes. Donc voilà, ben merci bien à tous et puis nous vous souhaitons une bonne soirée et à un prochain webinaire À sur bientôt. le site de la prévention médicale. Alors.